Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 93. J'espère que vous allez bien cette semaine. Nous, effectivement, on est envahi par les moustiques, mais on va trouver une solution d'ici l'IRL. Lance-flamme. Parce que c'est juste pas possible. J'ai jamais vu ça. Combien on en a pris là, juste avant de commencer? Toi, t'en as fait un moi, ravage, j'en ai tué, mais... Ninja, il en a limite, tu 10. tapes, t'en tues deux à la fois, quoi. C'est ça, j'en ai explosé un sur le téléphone juste avant. Ouais, non, je sais pas, j'ai La eu folie. une dizaine, à peu près, une dizaine. Mais bon, Bien. voilà, on va chaud. régler le compte. Il fait chaud ici. Et oui. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est peut-être aussi pour ça Attends, qu'il y a plein on de dit moustiques. breaking news. Ouais. Nvidia fait un premier pas et annonce un gain sans donner des détails sur les conditions. Ok. Oui, bon. Bon, ok. On verra bien. On verra bien. Pas mal de news, hein, ça a pas mal repris là. Hein. Il y a eu beaucoup Ouais, d'annonces, ça des recommence. keynotes, ça recommence quand même. Hein. Surtout des constructeurs chinois, parce que les keynotes qu'on attend, maintenant c'est en septembre-octobre. Ouais, bon, c'est le début. C'est le Ouais. début des annonces. Oui, les Chinois commencent à annoncer pas mal de Samsung choses. a ouvert le bal, mais, Samsung. mais pas avec son flagship, puisque c'était le Note 9, Ah. qui est une gamme particulière. Ouais, mais c'est pas le Galaxy S. C'est pas le Galaxy S, non, mais c'est quand même du haut de gamme chez eux. Hein. Oui, c'est quand même du haut de gamme. Le positionnement est un peu Note 9, compliqué. mais voilà. C'est un peu compliqué maintenant le positionnement avec le Galaxy S Plus et le Note 9. Ils le mettent pour les professionnels avec le stylet, le machin, tout ça. Mais Fortnite. Voilà. Donc, Pour bon, les professionnels. pour les professionnels, normal. Tout à fait. Mais on n'en parle pas ce soir. Non. Voilà. On va pas en parler ce soir, on a d'autres news, donc voilà. Moi je fais pas de Things demain midi, donc du coup il y aura des news aussi de Things qui finissent là-dedans, et voilà quoi. Bon, on démarre par Xiaomi peut-être. Allez, vas-y. Allez, Xiaomi, alors le Poco Launcher, alors Christophe vous a parlé la semaine dernière du Pocophone F1. Il n'avait encore qu'une rumeur, mais en fait on avait toutes les infos nickel, tout a été validé. Check, Voilà, check, check, check. il avait trouvé donc toutes les caractéristiques avec les rumeurs et tout, c'était bon. Et que le prix, qui était pas dispo. D'ailleurs, le prix en France n'est pas encore. Non, il y a annoncé. des spéculations sur le gamme de prix, mais c'était à peu près ce qu'on avait dit, donc c'est entre les 350, 350 et ouais, 400 euros, ouais. suivant les modèles, parce qu'il y a 4 ou 5 Et modèles évidemment, comme d'hab. différents. Ouais. Donc, surtout la news sur le Pocophone, c'est que, bon, le truc qu'ils ont dit, c'est Master of Speed, c'est le leitmotiv de Pocophone, c'est genre le téléphone le plus Pour les rapide. power user. Ouais, carrément. et ça va hyper loin dans le truc rapide et tout ça. C'est qu'en fait, même jusqu'au launcher, ils ont été pour optimiser le lancement du launcher, des apps, et même l'utilisation est censée être facilitée et c'est censé aller beaucoup plus vite. Donc, ce qu'ils annoncent, c'est qu'en gros, le launcher est 28% plus rapide que celui de l'Android stock. Et après, ils ont fait aussi un test avec Ils ont un comparé système de Android points. stock. Ouais, et ils ont comparé aussi Avec le OnePlus OnePlus. 6. Ah, toujours Voilà. le OnePlus 6. C'est toutes les comparaisons qu'ils ont faites, c'était Ouais. avec le OnePlus. Avec OnePlus et Android stock. Et surtout, bon, voilà, le truc, c'est que ils ont changé le tiroir d'applications. Bah, il y en a un surtout. Ouais. Et alors, double aussi, notch menton, quoi. Donc, ils ont un système de recherche d'applications qui apparemment est plus rapide. Ils ont aussi un truc qui est... ils groupent automatiquement les applications. Ouais, en haut, tu vois les onglets avec communication, outils, photographie, tout ça. Voilà, et en fait, ils se basent sur la classification dans le store, tout simplement, pour faire le truc Ouais. automatique. Bon, c'est astucieux. Ouais, dommage pas Android One sur Poco, dit Android Windows, exactement. Moi, j'ai bien aimé la recherche par couleur. Oui, aussi, oui. Alors, c'est super surprenant parce que c'est le seul, je crois, qui le fait. Ouais. Mais en fait, c'est tellement intuitif quand tu te dis, mais oui, carrément, quand tu recherches une application, quand tu as une tripotée, Ouais. tu penses d'abord à la couleur pour essayer de localiser. C'est ça, un alors premier qui WhatsApp t'approche. c'est vert, Ouais, Facebook c'est ça. c'est bleu. Alors, quand la couleur change, t'es mort. Mais Voilà. ah, c'est pas Quand mal. tu changes les icônes aussi, c'est moche. Ouais, je trouve ça marrant. Mais ouais, la barre de recherche est en bas, tout à fait, Angel. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils doivent dire que la recherche est plus rapide. Hein. C'est parce que la barre de recherche est en bas, ce qui semble un peu logique plutôt que d'aller la Tu chercher l'ouvres tout par en en haut. bas, ton tiroir. Et voilà. Et ensuite, donc, on a la possibilité de cacher des icônes. Ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas Mais voilà, avec un déverrouillage par empreinte digitale et tout ça, ou avec le code. Voilà, c'est comme ça. Bon, bref, en tout cas, Xiaomi Poco Launcher, qui est censé être plus rapide que tout, il est disponible, enfin surtout il va être disponible à la bêta le 29 août. pour Donc, tout le monde. pour tout le monde, vous Ouais, pourrez on l'installer pourra sur tester. votre téléphone. C'est intéressant ça. Et comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça donne le launcher du Poco. Et si ça vous va, vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, je me laisserai bien tenter du coup par le Pocophone pour renouveler mon téléphone. C'est ça. Au C'est moins, une vous, bonne idée. vous aurez la bonne expérience, quoi. Pour Et pas ça, c'est une bonne refroidir. idée. Ouais, pour Ouais, refroidir les franchement. gens qui auraient peur de l'expérience. C'est vrai que après ils ont brandé tout ça autour de l'expérience Merci Mi- Sonic pour ça. Mi-8 pour Poco. C'est un Mi-8 fort Pocophone. Oui, c'est ça.
Ils ont dit, alors on va reprendre la surcouche de Xiaomi, mais on l'a retravaillé, on l'a amélioré, on l'a allégé, on a amélioré les performances pour ce Pocophone-là. Et plus globalement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont vraiment présenté ça autour du smartphone pour les power users. Donc ils ont dit, on a cherché à aller au mieux sur les performances, au mieux sur l'usage pour les power users d'abord. C'est pour ça que maintenant il y a une tiers d'application, etc. C'est pour ça que ça s'ouvre vite et c'est pour ça. Et c'était vraiment intéressant. Et sachant qu'en plus les specs sont au top et les tarifs sont assez bas. Donc, ouais. Après, il y en a qui disent... Madigi pour le Twitch Prime. Évidemment, c'est la pluie des Twitch Prime. C'est le renouvellement, c'est la période là. Et Android Windows nous dit effectivement qu'il a un peu peur de la qualité puisque c'est fabriqué en Inde. Alors 100% indien, à voir. Je suis pas sûr que ce soit un vrai problème. Moi non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un vrai marché chez eux déjà. Donc c'est un smartphone produit en Inde pour l'Inde en premier, puisque Xiaomi a une grosse part de marché là-bas. Et donc là, un téléphone indien fabriqué en Inde, en tout cas là-bas, mais en fait, le truc, c'est que je crois qu'il y a des restrictions de marché. Rappelle-toi, Apple avait eu ce souci pour vendre ses iPhones et tout ça. Il fallait qu'une partie de la production soit localisée. Ils avaient fabriqué les SE là-bas, d'ailleurs. C'est fort possible. Donc voilà. Dassault a refusé de garantir les Rafales fabriquées en Inde. Oui, alors après... ce qui était fabriqué en Inde était pour la destination de l'Inde. C'est encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que le produit indien est destiné au marché indien. Ils ont un système comme ça, très protectionniste en fait. Oui, bah oui. Vu le marché qu'ils ont, ils peuvent se le permettre pour... c'est normal, c'est leur choix, mais ils peuvent se le permettre pour au moins garantir qu'il y a des productions qui vont être chez eux. Bon, après, voilà. Bon, c'est un téléphone qui est assez intéressant quand même, hein, globalement. Ouais. On verra s'il sort en France, a priori oui, mais on n'a pas encore d'idée de tarif ou de date. Non. Donc à suivre, mais ça peut être un bon concurrent pour les milieux haut de gamme, en tout cas les smartphones chinois très... En termes de spec, il a pas à rougir. Hein. Non, en termes de spec, c'est un très bon téléphone. Il a toutes les bonnes specs de 2018. Un tarif plutôt bas, donc il va rentrer en plein dedans. Déjà, il va être en concurrence avec Xiaomi, avec lui-même déjà. Et puis avec tous les Honor et tout ça, qui sont les Huawei, qui sont déjà bien présents sur le marché français. Ouais, voilà, ce que dit Android Windows, c'est tarif et info le 27 août à la Conf à Paris. Ouais, il arrive en frontal avec le OnePlus 6 en termes de téléphone. Ouais, ils ont fait toutes les comparaisons avec le OnePlus 6 en plus. Hein. Clairement, ils visent ce téléphone-là. Ouais. Et oui, on est toujours... Enfin, moi, je suis toujours heureux de mon OnePlus 6. Pas de soucis. Sans souci, sans problème. Salsa Gaël qui vient de s'abonner aussi. Merci à toi. 27 toufs, ouais, c'est ça. Et IRL, c'est le 25 toufs. Voilà. Mon anniversaire, c'est le 29 toufs aussi. Très bien. Le jour de la mise à disposition de la robe. Pas mal. On enchaîne avec quoi? Bah avec toi, vas-y. Allez, suivante. BMW. Ouais. Bon, la news, donc, du coup, c'est que BMW est fossile. Putain, j'ai loupé. Pour des montres... Pose moustique. Voilà. Pour des montres connectées fabriquées ensemble. Hein. Donc, partenariat entre ces deux grandes maisons. Exactement. Pas mal. En fait, l'idée, c'est que souvent, quand vous allez chez ces constructeurs-là, y compris Audi et d'autres, il y a une boutique, tu sais, où tu peux acheter une montre, un machin, un truc, bref. Chez Mini, c'est les grands spécialistes de ça. Tu as 1 milliard de trucs que tu peux acheter brandés de la marque Mini. La marque. Et ils font de l'argent là-dessus, un truc de fou. Ouais. Et donc en fait, l'idée, c'est que Fossil, qui fait des montres connectées sous Android Wear, enfin sous Wear OS, pardon, c'est associé à BMW pour produire des montres connectées sous Wear OS, donc elles sont compatibles iOS et Android. Bon, on n'a pas le design vraiment des montres, là je vous ai mis l'exemple pour vous montrer un peu le genre de choses que fabrique Fossil. Donc on peut s'attendre à la même chose avec un logo BMW en gros. Hein. Voilà. L'idée derrière tout ça, c'est quand même que BMW va aussi pousser ses applications mobiles. Ils avaient déjà une application sur smartwatch, y compris sur Apple Watch, qui permettait d'avoir par exemple l'autonomie restante sur ces voitures électriques et tout. D'ailleurs, ils l'ont étendu aux voitures thermiques. C'est-à-dire que maintenant, tu peux connaître le niveau d'essence de ta voiture, ce genre de truc. Quoi. Tu peux redémarrer ta voiture depuis ta montre, très bien. Ouais. Et l'ouverture sans contact aussi, peut-être? Bah ouais. Donc, ouais, c'est ça. Genre allumer les feux ou ce genre de trucs. Ouvrir les fenêtres. Bon, voilà. Pourquoi pas. Ça montre... peut-être que ça servira même de clé, tu vois, pour entrer dans la voiture. Oui, c'est possible. Donc, sans contact, s'il y a une NFC, si c'est compatible, pourquoi pas. Il faudra faire l'association. Et puis, exactement. Parfait pour hacker les voitures. Parfait. Voilà. Donc, c'était la petite news comme ça, vite fait.
automobile. Mais on parle de montre Wear OS, c'est pas mort ça. C'est même pas une rumeur, c'est vraiment. Ouais, ils ont lancé le partenariat, mais il n'y a pas plus de détails. Non, voilà, on n'a pas le détail, mais le partenariat est lancé. Allez, j'enchaîne moi sur la mort des clients Twitter. Alors, ça date du 16 août en fait, ça, c'est suite à une mise à jour des API de Twitter. Donc les API, c'est ce qui permet en fait d'utiliser Twitter d'un point de vue programmatique sans avoir l'application directement. Et donc c'est ce qu'utilisent notamment tous les clients Twitter non officiels, notamment Tweetbot. Et depuis la dernière mise à jour de Tweetbot, ils ont donc sur iOS, ils ont détaillé un petit peu dans la note de l'application, de la version, tout ce qui ne marche plus dedans, en expliquant pourquoi. Et donc c'est lié effectivement aux mises à jour de ces fameuses API Twitter, plein d'API qui ont été fermées et ne sont plus supportées. Donc notamment, donc ça s'applique pas qu'à Tweetbot, hein, c'est les premiers à avoir communiqué dessus, mais toutes les applications tierces, tous les clients Twitter tiers vont avoir les mêmes problèmes, ou les mêmes limitations en tout cas. Donc ils ont plus de possibilité de faire le streaming de la timeline, donc tu n'auras plus ton flux temps réel, tu auras un refresh, donc tu passes en mode polling, toutes les 2 minutes, c'est quand même capé. Attends, 2 minutes c'est... Pas de notification push pour les likes, les follow, les RT ou les cotes, les citations. Voilà. Moi, ça c'est moins grave, t'as pas besoin du temps réel. Par contre, t'as plus de notification pour les DM et les mentions. Ça c'est un peu plus chiant. Elles sont décalées de plusieurs minutes. Là, c'est la plateforme qui gère ça. Alors on le savait déjà, il y a pas mal, c'est pas la première vague de dépréciation des API que fait Twitter. Non. Là par contre ils sont rendus à un niveau où clairement ils brident vraiment et volontairement les applications tierces. Merci VTX22 pour le Prime et aussi pour Xort qui est sub tout court et pas Prime. Merci. Alors il faut savoir que Twitter c'est un peu particulier parce qu'il est depuis le départ utilisé plus comme un protocole dans un moyen de communication que comme plateforme. C'est-à-dire que quand tu utilises Twitter, moi personnellement j'utilise Twitter jamais avec l'interface officielle, les interfaces officielles, vraiment jamais. Et je suis loin d'être le seul, hein, et quand tu vois la levée de bouclier, tout le monde qui s'en plaint, et c'est un vrai problème pour Twitter parce que eux ils peuvent pas en fait monétiser leur plateforme, ils peuvent pas gérer leur business comme il faut à cause de ça. La simple et bonne raison, s'ils diffusaient de la pub, en fait, ils seraient pas sûrs de pouvoir derrière la monétiser parce que les applications tierces pourraient très bien décider de les masquer, d'avoir un adblock, de pas les afficher correctement même. Voilà. Ou alors eux-mêmes de pas avoir de métriques derrière. Est-ce que la pub c'est surtout ça. Voilà. Et c'est surtout que les applications officielles Twitter sont capables de savoir si tu es resté longtemps sur la pub, si tu as cliqué dessus, si tu as navigué, où c'est que ça a été visible et tout ça. Donc remonter des informations d'analytics que les applications tierces peuvent pas faire. Donc c'est un vrai choix, c'est un vrai frein, et c'est un tournant pour Twitter. Donc c'est un peu obligé pour eux. Après, il faut savoir que c'est quand même un réseau social qui est un peu particulier à cause de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres réseaux qui fonctionnent comme ça. Ça a été les premiers, ça a été un usage du coup pour tout le monde. Mais il faut clairement qu'ils fassent un vrai travail sur les applications officielles pour éviter tous ces travers-là, et que du coup on devienne des vrais utilisateurs de l'application officielle et qu'elle devienne vraiment utilisable comme il faut. Moi j'ai encore du mal, hein, je t'avoue que... moi j'ai toujours utilisé l'appli officielle, du coup je ne me suis pas concerné. Ah ouais, putain, bah pas moi. Voilà, je crois qu'il y a un moment où j'avais utilisé TweetDeck. Bon, sur le Mac du coup il n'y a plus d'appli officielle, donc ça c'est un peu chiant. Du coup je n'utilise plus Twitter sur le Mac, voilà, j'ai réglé le problème. Ah, il y a TweetDeck, tu peux utiliser TweetDeck en application web. Ouais, c'est une appli officielle dans le sens où Twitter a racheté TweetDeck. tout à fait. Par contre il n'est pas mis à jour aussi rapidement que le reste de la plateforme. Mais il est quand même assez pratique. Ouais, bah moi je l'utilise plus, donc comme ça c'est réglé, plus de Twitter sur mon Mac. Voilà. Je passe par le navigateur si vraiment j'en ai besoin, mais sinon je fais tout sur le mobile. Voilà. Bon, on va voir comment le shift va se faire ou pas des utilisateurs vers les applis officielles ou pas du tout. Sans doute ou pas. Sans doute ou pas? Non, je sais pas. Moi, je vais rester sur l'appli que j'ai, c'est le client tiers. Sur le mobile, j'ai pas besoin de tout ce qui est temps réel. Ouais. Là, mais les notifs, c'est un peu chiant quand même. Bah, je les aurais, mais en décalé. Tu les auras en décalé, bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas gênant, au contraire, ça évite d'avoir, tu sais, le problème des notifications qui te bombardent tout le temps, et le fameux problème dont parlent tous les constructeurs de smartphones qui vont travailler sur ton attention pour éviter que tu sois dérangé par toutes ces notifications. C'est ça. On repart chez Google, puisque tu as pu regarder un petit peu la nouvelle version. Je joue avec Google Frite. Google Frite, ouais. La gamification et nouveau design. Donc, mais qu'est-ce que c'est Google Fit? C'était l'application dégueulasse dont j'avais déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, dans un Things, j'en ai parlé la semaine dernière. Quand justement on commençait à parler de Google Coach et le fait que Google va rajouter un peu d'intelligence dans son système de tracking de fitness. Et en fait c'était très moche. Maintenant ça ressemble à ça. Voilà, c'est merveilleux.
avec un... Alors, du coup, on le voit sur iOS, sur un Pixel 2 XL. Putain de moustique, il est là. Je l'ai raté. Tu l'as raté. Et sur Wear OS, voilà à quoi maintenant ça ressemble. Bon, c'est pas encore la révolution annoncée. Hein. Honnêtement, c'est surtout un redesign de l'app. Ils ont rajouté quelques trucs. Dans la gamification, par exemple, on voit qu'il y a 2 systèmes tout autour là. En vert, ce sont les points de cœur, ils appellent ça. Et puis l'autre, en bleu, ce sont les pas, hein, tout simplement. Donc ils ont rajouté ce système-là. Les points de cœur, c'est en gros à chaque fois que vous avez une activité un peu intense, vous avez marché rapidement, vous avez couru ou fait du sport tout simplement, vous gagnez des points de cœur. Et en fonction du nombre d'activités que vous faites, vous remplissez ou pas ces objectifs-là. Bon, a priori, l'idée c'est de pousser l'esprit d'un peu de compétition pour compléter ces trucs et tout ça. La gamification. Mais pour le moment, c'est pas aussi poussé que qu'il y a sur l'Apple Watch avec des badges et tout ça, machin. J'ai rien vu de tout ça. Donc bon, bof. Là, en fait, ils se sont associés quand même à l'OMS et l'American Heart Association pour montrer leur sérieux dans le fait que maintenant, c'est plus un gadget pour dire il y a un gadget. Si on veut faire un truc sérieux, un peu comme ce qu'a fait Apple, sauf qu'Apple maintenant a quelques années d'avance maintenant sur eux. Donc il va falloir rattraper le retard. L'idée aussi, donc, c'est que Google Fit est censé donner des conseils. Alors pour le moment, j'ai jamais eu aucun conseil depuis que je l'utilise, mais ça fait peut-être pas assez longtemps. Comme par exemple, prends pas l'escalier, mais marche, ce genre de trucs. Enfin, des trucs qu'on connaît tous. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il est censé. Fameuse notif, bouge, lève-toi. Ouais, c'est ça. Bois. Il est censé faire ça. Alors, comme j'ai pas une montre sous Wear OS, j'ai pas ce genre de notif. Et c'est sans doute pour ça. Donc voilà, ouais, tu peux l'installer. Avec le Google Fit que j'ai. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Non. En plus, franchement, tu comprends rien à la façon dont c'est fait et tout ça. Enfin, c'est assez merdique. Donc voilà quoi. Sinon, voilà, dans l'ensemble, le design est plutôt cool. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, le design, l'ancien design était très moche là, avec tu sais, ces bonhommes flat design dégueulasses. Franchement, ça voulait rien dire. Un peu holo encore. Ouais, ça voulait rien dire. Mais on est encore très loin de ce que fait Apple. Pourquoi ? Parce que, là on voit un peu vite fait le rythme cardiaque et tout ça, mais il n'y a pas le suivi de l'hydratation. Enfin, honnêtement, il est ultra complet celui d'Apple. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. C'est une préversion, elle n'est pas encore disponible, elle va être publiée sur le store bientôt. Ouais. Donc on a pu trouver la version sur les sites alternatifs, mais elle va bientôt être diffusée sur. Donc tout le monde l'aura via. Non, c'est d'ici la fin de la semaine. Voilà, donc ça va être assez rapide. Que je la désinstalle et que je réinstalle la version Play Store, sinon j'aurai pas de mise à jour. Non, pas forcément. Non, l'APK que tu as pris, c'est officiel, il est signé, il sera mis à jour automatiquement. Maintenant, le Play Store, il balaye les applications que tu as installées même à côté. C'est parfait. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. C'est l'idée derrière tout ça, c'est d'améliorer un peu cette app-là. Ça va dans le bon sens. Allez, on part chez Tesla. Et oui. Puisque, encore une fois, il y a une annonce, comme toujours. C'est encore Elon Musk qui s'est pourfendu sur Twitter d'une annonce. Alors, qui n'est pas encore effective, mais qui va être en place, on ne sait pas encore quand, mais c'est clairement une volonté chez eux, de proposer en fait le logiciel de sécurité qui équipe actuellement les Tesla en mode open source. Voilà. Alors c'est pas rien, mais c'est pas étonnant non plus de leur part. Donc ça veut dire quoi open source ? Ça veut dire que ça sera ouvert à tout le monde, y compris les concurrents. Et ça rejoint un peu la politique de Tesla d'avoir un souci de transparence et surtout de partage en fait, de la propriété intellectuelle pour diffuser au plus grand nombre toutes les innovations qu'ils font afin de faire avancer l'humanité. Donc ça, voilà. Il avait fait déjà, pour rappel, sur les brevets. Ils ont pas mal de brevets qu'ils ont rendus open source en disant voilà, les autres peuvent s'en servir, on ne vous donnera pas un coût d'utilisation, des droits de licence dessus. On ne fera pas chier, il n'y aura pas de procès, tout ça derrière. Voilà. Donc là, ils vont le mettre en open source, hein, c'est pas encore fait. Et l'intérêt qu'ils ont d'abord par rapport à ça, c'est de travailler sur l'aspect sécurité. Puisque leur souci, c'est qu'ils ont envie d'avoir une plateforme la plus sécurisée possible, et le meilleur moyen de faire ça, encore une fois aujourd'hui, c'est de rendre le code disponible pour qu'un maximum de gens puissent venir tester ce code, ou en tout cas le lire, vérifier s'il y a des failles, proposer des mises à jour, des patchs, etc. Comme la communauté open source sait très bien le faire sur énormément de projets, dont Linux, etc. Voilà. Donc c'est tout à fait louable de leur part, c'est même exceptionnel de la part d'un constructeur automobile, mais c'est vraiment une très très bonne idée.
Peut-être que les autres vont suivre, peut-être qu'ils vont adhérer à ça, peut-être que ça va commencer à créer une plateforme automobile open source, ça serait juste génial, on rêve un peu. Surtout derrière, ça va permettre de sécuriser tout ce qui va être conduite autonome. Merci Broxy pour le sub. Puisque c'est un peu le socle de tout ce qui va être conduite autonome sur les véhicules qui vont arriver. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Et je vous dire un dernier truc, mais j'ai complètement oublié, donc tant pis. Voilà. Parfait. C'était tout. Non, c'est plutôt cool. Voilà. Ah oui, l'annonce était faite parce que il y avait la DEFCON, donc c'est la conférence autour du hacking en fait aux États-Unis, et ça a été fait conjointement avec ça. Voilà. Tu notes que sur le truc, ça continue à tourner. C'est fait, c'est corrigé, mais c'est pas encore mis à jour. Ah ok. Il y a d'autres trucs à corriger. Voilà. News Tesla, ça c'est fait. On repart chez des Coréens, Samsung. Samsung, ah ouais, putain, le View. Vous vous souvenez de cette tablette? On en avait parlé, je crois, dans un Geeking à l'époque. Ou peut-être dans un Beats, je sais plus. Parce que ça date de 2016, le View. Mais ils sortent un View 2. Alors là, en photo, c'est le View, tout court. Mais c'est une tablette? Ouais. D'accord. En fait, c'est une tablette. Merci. Voilà, c'est merveilleux. Non, c'est une tablette qui a une particularité, c'est qu'elle fait 17,8 pouces, je crois, enfin 18 pouces en gros. C'est une grosse tablette. C'est pas une petite tablette. Par contre, en termes de spec, c'est un peu à la ramasse. Bon, là, elle va quand même sortir sous Oreo, donc l'avant-dernière version d'Android, avec une belle surcouche Samsung comme d'hab. Un petit touchscreen des familles. C'est que du 1080p pour un écran de 18 pouces. Ouais. Bon. Ouais. Comme un écran de PC. USB-C, 3 Go de RAM. Ah oui, l'ancien avait une connectique propriétaire, fait un truc dégueulasse. Voilà. Par contre, clairement, c'est orienté consommation de médias. En fait, ce qu'il dit, c'est l'écran portable de la cuisine. De la cuisine, ouais. Voilà. Ou le truc que tu donnes à tes gamins pour regarder la télé dans la chambre, Netflix, machin. Bon, voilà. Très clairement, ça va pas du tout être ça va pas être suffisamment costaud en termes d'écran et tout ça pour l'utiliser au stylet et dessiner, par exemple. Vous oubliez tout de suite cet usage-là. Honnêtement, on est plus dans la tablette pour regarder du contenu et pas du tout pour en produire. Donc à l'époque, la View était sortie, je sais plus à quel prix, mais c'était pas si cher que ça. C'était dans les 600 € à peu près pour une tablette de cette taille-là. Mais du coup, tu sentais vraiment que c'était un écran, quoi. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Quand même, pour des specs moyennes, bon. Pour des specs moyennes, comme tu dis. Bon. Un peu dommage, mais... Encore un flop dans les tablettes Android. Bah ouais, il y a de fortes chances. Ça, je sais pas ce qu'ils vont faire, sincèrement. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Non. Tu l'as pas eu? Je l'ai pas eu. Dommage, petit scarabée. Affaire à suivre. Allez, on enchaîne. On va parler un petit peu de construction, de bâtiments et de ciment intelligent. Ouais. Donc, c'est des chercheurs de l'université de Lancaster qui ont publié ça. Le ciment intelligent. Le ciment intelligent, tout à fait. Intelligent. Alors, en fait, ça fait partie de tout ce qui est nouveau. Le smart ciment. Le smart ciment. Tout ce qui fait partie des nouveaux matériaux en fait, de construction et qui vont avoir des possibilités supplémentaires. Et la plupart du temps, c'est des trucs autour du graphène ou des tubes de carbone, etc. Et là, c'est assez original. Donc, c'est un ciment qui va être capable de stocker de l'énergie électrique, déjà, et surtout qui va être capable de surveiller son intégrité structurelle. Ça aurait servi, ça, il n'y a pas longtemps. Ouais, carrément. En Italie, par exemple, les Italiens, si vous écoutez, le viaduc, ça va tomber, clairement. Il aurait dit, il y a un problème. Attention, il y a un problème. La chasse aux moustiques dans le titre de la VOD, c'est pas mal, carrément. Donc c'est un ciment géopolymère, donc ça veut dire que c'est un ciment qui suivez le moustique, suivez du doigt. Il est là-bas, il est en haut à droite. Qui est fait à base de potassium et de cendre volante. Donc la cendre volante, c'est comme son nom l'indique, c'est la cendre qui est issue de la combustion du carbone. Vous savez qu'on fait brûler des trucs, ça s'évapore, il y a des petits trucs qui volent, et bien en fait ils récupèrent ça et ça fait partie des éléments qu'ils mettent dans ce ciment-là. Et après il y a d'autres composants chimiques qui n'ont pas été dévoilés en plus. Voilà. Donc le gros intérêt, c'est la conductivité déjà. Donc comme il y a du potassium, il y a les ions de potassium qui vont pouvoir se promener dans la structure du ciment. Donc ça c'est... du coup tu peux t'électrocuter si tu... Alors je sais pas précisément, si tu mets la langue sur le ciment, c'est comme sur les piles, je sais pas précisément, mais ce qui est sûr c'est que la capacité de stockage elle est assez ouf, c'est entre 200 et 500 watts par mètre carré. Donc c'est assez énorme quand même. Et surtout, c'est que c'est le premier ciment intelligent qui est à un tarif abordable. Parce que jusqu'à présent, c'était pas le premier ciment intelligent qui existait, mais ils étaient à des prix complètement inabordables. Alors que là, ils arrivent à faire des ciments qui vont être moins chers que le ciment actuel qui est utilisé. Là, l'idée en fait, c'est qu'en gros, tu fais passer un courant continu dedans, et au moment où ça s'interrompt, en gros, le truc te prévient que c'est coupé ou qu'il y a une fissure ou qu'il y a un problème structurel. Ou alors tu le détectes à une variation de tension ou de résistance. Oui.
En fait, tu peux faire les deux, c'est-à-dire qu'il peut stocker lui-même du courant. Donc tu l'envoies dedans, il fait office de batterie. Ouais. Et comme il fait office de batterie, en fait, tu peux détecter la capacité de la batterie. Et du coup, s'il y a des variations, tu peux savoir précisément s'il y a une modification structurelle et à quel endroit. Tu peux la localiser jusqu'à ça. Donc en fait, c'est ces doubles trucs qui sont super intéressants. Et là où ça devient très intéressant, c'est que tu peux du coup imaginer des structures urbaines qui sont totalement autonomes en termes de stockage d'énergie. Ouais, okay. Tu peux avoir des trottoirs qui vont stocker l'énergie pour éclairer les lampadaires. Tu peux avoir des dalles en béton sur les routes qui vont stocker l'énergie, qui vont restituer aux véhicules autonomes qui vont passer dessus, se recharger par induction, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un matériau qui peut être intéressant pour l'avenir. Alors c'est pas encore effectivement utilisable en production, mais ils ont en tout cas trouvé que ce composant-là, ces composants-là arrivent à créer stockage d'énergie et détection de la structure. Ça c'est vraiment bien. Et c'est un vrai problème qui actuellement on en parle toujours du stockage de l'énergie. Donc c'est une vraie réponse à ce problème. Bah oui. Là on va pouvoir stocker l'énergie un peu partout. Voilà. Donc affaire à suivre et moi je trouve ça vraiment intéressant. Pas mal. Ouais. Ciment intelligent. Il y a Jael qui dit ben voilà, on va faire des batteries de Tesla en ciment. Tout à fait. Après, déjà que la voiture est lourde. Déjà que la voiture est très lourde. Non, mais tu vois, dans le mobilier urbain, ça se fait très bien. Quoi. Dans les murs de ta baraque, plutôt qu'avoir des batteries stockées au mur, des Tesla Powerwall, tu auras directement ton mur qui est ta batterie. Voilà. Le Powerwall n'aura jamais aussi bien porté son nom. Exactement, c'est ça. Bref. Allez, on va parler de drone, mais pas n'importe quel drone, pas un petit drone, pas les petits drones, tu sais, les petits belges, tout ça, là. Non. Un grand drone. On va parler du Zephyr, qui est un drone solaire par Airbus, alors plus précisément le Zephyr S, qui est un modèle de plusieurs générations suivantes, qui c'est comme l'iPhone 7S. Exactement, c'est ça. Donc là, voilà un petit peu la plaquette commerciale de Airbus. Donc c'est un drone qui a explosé le record du monde de vol autonome, puisqu'il a fait 25 jours, 23 heures et 57 minutes, comme vous le voyez. Ça va. Il a décollé en fait le 11 juillet de l'Arizona. Il a atterri à Farnborough en Angleterre, mais 25 jours après. Voilà, donc il a traversé un petit peu l'Atlantique et tout tranquillement. Ah mais là vraiment tranquillement, parce que 25 jours pour traverser l'Atlantique. Ouais, mais de manière totalement autonome. Voilà. Donc en fait, il est donc vous voyez un petit peu, il y a un peu de détails dessus. Il fait 25 mètres d'envergure, il pèse 75 kg, mais il peut trimballer jusqu'à 5 fois son poids en termes de charge. Ah, putain, je l'ai loupé. Coupé. Donc là, vous avez une image de concept. Vous voyez, donc il est blindé de capteurs solaires dessus. Donc il se recharge la journée, il stocke l'énergie et il la restitue la nuit. Du coup, la nuit, il consomme ses batteries, il la recharge la journée. Voilà. J'avais des amis en Italie, mais ils ont coupé les ponts. Du Batix. Oh, elle est pas mal. Donc là, vous le voyez en grandeur nature, hein, c'est cet avion-là. Voilà. Et donc le gros intérêt, c'est que en fait, c'est un avion surtout qui vole dans la stratosphère. Donc en fait, quand il est en pleine journée, il passe au niveau de la stratosphère. Du coup, il est au plus près du soleil pour charger les batteries. Et il redescend un petit peu la nuit pour voler plus près du sol et surtout sur ses batteries. Voilà. Les applications, alors d'abord c'est une prouesse technologique, c'est pour démontrer que l'électrique est capable d'être utilisé dans l'aérien et surtout de manière autonome avec des recharges avec des panneaux solaires. Mais derrière, les domaines d'application qui sont directement ciblés, ça va être d'abord la défense, puisqu'il y a déjà 3 modèles qui ont été achetés par la défense britannique. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui va être aspect surveillance. Alors pas surveillance des populations, mais plutôt surveillance des catastrophes, notamment dans les forêts. Donc là, il y a souvent des incendies qui sont déclarés dans les périodes comme ça de sécheresse, mais on peut imaginer qu'il y a des drones comme ça qui font des rondes pour surveiller ça, et du coup, à la première détection, avec des caméras qui surveillent tout ça, ils alertent de suite et interviennent, préviennent en tout cas les secours pour intervenir directement. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Une belle prouesse. Un bel engin. C'est comme Solar Impulse. Oui, sauf que celui-là, il est autonome, mais c'est vrai que c'est dans la même veine, tout à fait. Hop. Pas mal l'idée du drone, mais on en avait parlé pour l'internet aussi, tu sais. Oui, des drones Loon, enfin des ballons, mais des drones autonomes, voilà, tout à fait. Là, c'est un avion, c'est pas un drone. Les drones, les drones, on en avait parlé parce que le projet avait été abandonné. C'était une Facebook, les drones de Facebook. Ouais, voilà, les drones de Facebook. Ouais. Tout à fait. Et Facebook, ils ont arrêté, mais Airbus, ils continuent, ils y croient. Exactement. Alors, on va parler de tapis. Mais pas n'importe quel tapis, un tapis intelligent. Ah non. Un tapis intelligent qui stocke de l'énergie. Non. Ah, il pourrait. Il pourrait produire, lui, de l'énergie. Il en fait, parce qu'il est motorisé quand même. Voilà. Donc on va parler du OmniDeck, qui n'est pas tout neuf, je crois qu'on en a déjà parlé, qui est un tapis développé par la société qui s'appelle Omnifity, Infinity,
qui est une société suédoise. Donc c'est un tapis qui est sorti en 2014 dans les premiers modèles, mais il a continué d'évoluer. Donc c'est ce truc-là. Donc c'est un gros tapis quand même bien grand. Tu vas pas rentrer dans ton salon quand même. La vanne. En fait, il a dessus. C'était un grand salon, ça va. Enfin, un sacré grand salon. Donc il a des petits rouleaux, comme vous voyez, ou peut-être pas sur l'incruste, ce qui fait qu'en fait, on peut marcher dessus et se péter la gueule. Et non, parce que il réagit de manière intelligente. C'est pas des rouleaux, tu sais, comme au niveau des caisses de supermarché. Ouais. Des rouleaux libres, en fait, c'est des rouleaux qui sont chacun motorisés et qui vont être capables de détecter à quelle vitesse tu vas pour te restituer en fait en retour un mouvement qui correspond à la vitesse à laquelle tu vas. Ce qui fait qu'en fait. Et là, à PUBG, les cocos, vous prendriez la voiture. Voilà. Au lieu de courir. Parce que une fois que vous avez traversé la map en courant, à votre rythme en plus. T'es fatigué. Alors, j'ai une petite animation qui vous montre ça. Donc, vous voyez, en fait, l'intérêt, c'est que donc il y a un degré de liberté supplémentaire, en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser ton casque et te déplacer. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux aller dans toutes les directions, vraiment. Mais tu vas tellement te péter la gueule. Et bien en fait, donc là il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Computer Fight que je recommande, qui est en anglais mais que je recommande quand même, qui explique un petit peu ça. Le mec il montre ça surtout sur un domaine d'application nouveau. Donc là on le voit dans... alors d'abord ce tapis il a été utilisé dans les premières versions pour entraîner en fait les forces spéciales. Voilà, donc on voit les militaires dessus. À faire du roller. À faire du roller, tout à fait. Et ça a très vite été utilisé pour le gaming, dans la réalité virtuelle, mais de manière très... on dirait une épreuve de Fort Boyard. Mais complètement. Mais moi je me souviens qu'il y en avait un, tu sais, c'était... t'étais toi maintenu au centre par un harnais. Ouais. Et tu bougeais tes pieds sur des trucs roulants, mais par contre c'était libre, quoi. Oui, c'est ça. Alors que là, en fait, quand tu marches, en fait... C'est censé avoir un retour, là, en fait. Là, il y a un truc très intéressant, c'est que, en fait, le tapis... Alors, au centre, c'est une base fixe. Donc là, ça... Ah, mais là, tu décides de faire un demi-tour d'un coup. Ça bouge pas. Alors, laisse-moi t'expliquer. En fait, quand tu avances dans une direction, donc il y a des rouleaux, hein, comme tu le vois, mais en fait, le tapis détecte à quelle distance tu es du bord. Tu es du centre. Donc, plus tu es en avant, en fait, plus les rouleaux sur lesquels tu marches vont tourner vite. Pour te maintenir au centre. C'est pas... Voilà. Donc, si je pars d'un coup en arrière, je reste en fait à l'endroit où je suis. Si je décide là de reculer, je reste sur la zone... Imaginons, là, tu vois, il était complètement à droite. Ouais. Il était en train de marcher vers la droite. Oui. Là, il décide de reculer. En fait, tout ce qu'il fait, c'est reculer, mais le tapis va le maintenir toujours au milieu de cette zone. Mais en fait, c'est comme toi, si tu cours vite et que mais il va pas repasser sur la zone. C'est ça que je veux dire. Il va pas repasser sur la zone noire au milieu. Il va pas repasser sur la zone... si, il va repasser sur la zone au milieu. Il va repasser. Si, tu recules, tu passes dans l'autre sens. Parce qu'en fait, le tapis, pour savoir la vitesse à laquelle tu vas, il détecte ta distance par rapport au centre pour savoir s'il doit tourner plus vite, en fait, les rouleaux dessous ou pas, en réaction à la vitesse à laquelle tu veux avancer, réellement. Donc, et apparemment, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que les personnes qui ont testé ça, puisque maintenant ça commence à être un petit peu plus accessible, en tout cas répandu. J'ai hâte de voir les jeux de foot là-dessus. Les personnes qui ont testé ça disent que il y a un temps d'adaptation, hein, c'est pas immédiat, mais en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes maximum, en fait, tu peux te déplacer dessus sans aucun problème. Voilà. Okay. Alors jusqu'à présent, c'était assez restreint comme utilisation. Là, ça devient un peu plus répandu, et notamment il y a des laboratoires de recherche qui commencent à s'en équiper. Et ils en font un petit peu des usages pour faire de la recherche, notamment dans les véhicules autonomes, encore une fois. Puisqu'en fait, il y a un vrai problème aussi là-dedans, c'est l'interaction des véhicules autonomes avec les piétons, entre autres. Donc là, ce qu'ils font dans ce laboratoire de recherche... Tu fais un piéton et une voiture te rentre dedans. Bah en fait, c'est ça, c'est que tu crées un univers virtuel entièrement. Donc là, dans leur labo, c'est avec un HTC Vive, avec des capteurs un peu partout. Et ils simulent un environnement virtuel, donc une ville, avec des voitures autonomes. Et donc toi, ils prennent différentes personnes qui viennent en fait sur ce tapis-là et qui vont simuler un piéton qui se promène dedans, qui marche vraiment dessus. Et le but, c'est d'analyser un petit peu les réactions des piétons par rapport aux véhicules qui vont croiser autour. Et du coup, de travailler les algorithmes d'intelligence artificielle de ces véhicules-là pour comprendre un petit peu comment les piétons peuvent réagir. Okay. L'intérêt qu'ils ont à faire ça, c'est qu'avec un tapis comme ça, ils peuvent faire défiler plein de personnes, sans avoir des voitures partout, monopoliser beaucoup de gens, des villes et tout ça. Ils peuvent recréer des situations très variées à moindre coût. Voilà. Donc il faut une belle salle avec un tapis. Mourir en boucle, écrasé par une voiture. Exactement. Tesla autonome. Voilà. C'est Sometime qui dit galère pour accès aux toilettes, ouais, contrairement au Gerbehou. C'est vrai que là, tout d'un coup, t'as envie de faire pipi. Tu vois, le labo, il est comme ça. C'est plutôt pas mal. Là, t'as envie de faire pipi d'un coup, de vomir. Tu enlèves le truc, mais t'es coincé sur le tapis parce que t'as pas mis le jeu en pause. Tu cours tout ce que tu peux, mais le tapis t'empêche de sortir et en plus, t'es attaché, quoi. La totale. Le tapis détecte ta distance par rapport au centre avec le casque. Donc en fait, si tu poses le casque au milieu, ça part dans tous les sens, t'imagines? Voilà, t'as tout compris. Oh putain. Le mec, il faut que tu testes. Toi, tu vas troller le tapis, je sens bien. Ah, mais grave. Et t'enlèves le casque, tu secoues le casque, t'as tes jambes qui font. Bravo, n'importe quoi. Voilà. Bon, on a fini les petites news, on va passer à la grosse news.
On va parler de l'annonce La grosse commission. La grosse commission. On va parler de l'annonce de Nvidia. Alors, les annonces d'Nvidia, puisqu'ils en ont fait plusieurs. Déjà, ils ont annoncé Au revoir Pascal. Toute leur nouvelle gamme et leur nouvelle architecture. Voilà. Au revoir Pascal, bonjour Turing. Donc ils aiment bien les grands mathématiciens. C'est ça. Donc Turing, c'est leur nouvelle, bientôt, leur nouvelle architecture. C'est ça, avant qu'ils arrivent, ouais, c'est ça. Je sais pas combien on va faire. Nouvelle architecture Nvidia, Lavillenie. Ok. Voilà. Donc l'architecture Turing. Donc ils ont annoncé le 13 août leur gamme professionnelle, donc les Quadro RTX. Donc notamment la RTX 8000, qui est quand même à peu près à $10 000, mais j'aurais dit 8000. Ouais, bah non, c'était trop prévisible. Donc non, ils ont dit non. Je vais quand même vous donner les specs en fait pour faire un petit peu tourner la tête parce que c'est des cartes de malade. Donc pour $10 000, tu as 48 Go de GDDR6, donc la toute dernière, 4608 CUDA core. Dans un an, elle est obsolète. CUDA core, 576 Tensor Core. Alors CUDA core, c'est pour le calcul image parallèle, etc. Vidéo. Les Tensor Core, c'est pour l'intelligence artificielle. Et 10 gigarais par seconde. Alors on va en parler juste après de ça. Et des gigarés, ça vous fait rêver, hein. Nouvelle métrique pour les cartes graphiques, vous allez voir ça. Surtout, elle supporte l'interface Virtual Link, vous savez, on en avait parlé un petit peu, qui est une nouvelle interface un petit peu commune, standardisée, avec un seul câble, où tu vas pouvoir brancher tout ton casque de réalité virtuelle avec juste une prise USB-C. Ça fait l'alimentation, t'as tout, l'audio, l'alimentation, la vidéo, les contrôles, tout la totale, pour rendre le casque branchable qu'avec qu'une seule prise. Donc ça, c'est plutôt bien, voilà, bon, c'est pour les cartes pro. Et depuis, c'était avant-hier ou hier, ils ont annoncé... J'ai ray tracing les gosses. Ils ont annoncé, j'ai ray tracing les gosses, pas mal. Ils ont annoncé les gammes grand public, qui sont les RTX 2000, alors les GeForce RTX 2070, 2080 et les 2080 Ti. Donc ils sont les nouvelles 1070, 1080, etc. Pour une fois, ils n'ont pas augmenté d'une centaine, mais carrément d'un millier leur numéro pour montrer en fait l'écart de gamme, le changement radical entre les deux. Et surtout, on ne parle plus de GTX, mais de RTX. Et le R, pourquoi? Pour le fameux Ray Tracing. Voilà, donc on va en parler, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Avant de parler de ça, ils ont annoncé surtout les modèles, les Founder Edition, donc c'est les modèles qui produisent eux-mêmes et qui sont un peu plus élevés, mais qui sont des modèles de référence produits par Nvidia. Et surtout, ils ne sont pas toujours optimisés d'ailleurs. Non, en termes de refroidissement, c'est ça. En général, le refroidissement, il n'est pas en général au top, il fait un peu de bruit, etc. Mais si tu veux être les premiers à l'avoir, bah, tu peux l'avoir avec ça. Après, il y a un intérêt pour les professionnels, c'est que tu as un support un peu particulier assuré par Nvidia sur ces modèles-là. Voilà. Ils ont annoncé également qu'il y avait un cap, ils avaient capé le nombre d'acheteurs maximum par carte, puisque tu pouvais, au max, pour un acheteur, t'acheter 2 cartes. Voilà. Salut Flagada. Donc là, clairement, ils ont voulu tirer dans les fermes de minage, qui achetaient au max les cartes graphiques et qui ont fait flamber le marché de la génération précédente. Voilà. Alors après, est-ce que les constructeurs tiers, ou les intégrateurs tiers dans les cartes vont faire la même chose? Ça, je sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui change radicalement entre ces deux générations? Alors déjà, il y a l'architecture, et il y a surtout le fait que maintenant, ils intègrent dans la capacité de la carte la possibilité de faire du ray tracing nativement, avec des performances optimisées par la carte. Voilà. Ça rigole plus. Alors, pour vous faire un petit peu l'explication, on va rentrer de plus en plus dans la technique et dans le détail. Pour vous expliquer ça de manière assez générale, ça fait en termes de technologie et de rendu d'image, ils comparent ça en fait entre la génération de Mille et une pattes, le dessin animé, c'est Bugs Life, et Coco, le dernier Disney qui est sorti. Voilà, donc la différence de rendu d'image se situe entre ces deux-là. C'est-à-dire que la génération actuelle et les techniques utilisées actuellement permettent de faire en temps réel, on parle de temps réel là-dessus, du Mille et une pattes, avec les techniques utilisées à cette époque-là, alors que maintenant avec cette génération-là, ils vont être capables d'aller chercher des choses jusqu'à le rendu de Coco. Voilà. Avec Gad Elmaleh. Ah non, pas du tout. Qui con. Je sais pas, ils disent que c'est super réaliste, machin, ils peuvent recréer Gad Elmaleh, je suis sûr. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement entre ces deux méthodes-là? Alors, il faut savoir que la méthode actuelle s'appelle la rasterisation, ou rasterization en anglais. Ça commence par un R, bizarrement. Ouais, pareil. Ils auraient pu appeler ça les RTX. Ouais, mais en fait, peu de monde connaît ce nom-là en termes de technologie, alors que le ray tracing, ça parle plus, et ça se brande bien en termes de marketing, je pense. Alors, il faut savoir que pour tout ce qui est... Merci, c'est Sometimes. Pour tout ce qui est rendu 3D, il y a tout un calcul d'une scène 3D qui est fait au niveau de l'ordinateur, en tout cas, qui décrit un petit peu la scène. Ça change pas. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des objets qui vont être positionnés dans l'espace, avec énormément de manipulation de vecteurs, donc des positionnements de vecteurs dans l'espace. Je vous rappelle un petit peu vos cours de maths, mais vite fait. Et pas mal de transformations dessus ces vecteurs-là, donc avec des matrices qu'on va appliquer pour faire des déplacements, des translations
des grossissements, donc du scaling, ou des rotations. Tout ça se fait avec des calculs matriciels. Ça ne change pas. Donc au niveau des moteurs 3D, cette partie-là reste commune. Là où ça devient très intéressant, c'est que une fois que tu as fait tout ce calcul-là dans ton moteur, il faut faire le rendu à l'écran. Et en fait, donc, ce calcul-là en mémoire, si tu veux le rendre sur l'écran, c'est là où tu vas appliquer des effets, c'est là où tu vas définir les couleurs, c'est là où tu vas définir les éclairages et tout ça. Et c'est là en fait où les moteurs de 3D ont ce qu'on appelle un pipeline, donc un flux de traitement, où on part d'une scène 3D, on fait plein d'opérations différentes avant d'arriver à l'image qui est présentée à l'écran. Donc la rasterisation, qui est utilisé actuellement, c'est un principe de projection sur un plan. Ah, j'ai raté mais tellement plein d'incrustes. Oh là là. Alors, vas-y, monte. On y va. Alors, on va parler d'abord de la rasterisation. Il faut que je la retrouve. Tac, 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 tac. Voilà, on va faire la comparaison entre les deux. Donc la rasterisation, vous l'avez à gauche. Donc vous avez une scène en 3D, donc vous avez une sphère en fait avec un triangle. Et la rasterisation, le principe, grossièrement, c'est qu'on prend ces images-là en 3D et on va les projeter. Donc on va faire une projection géométrique sur un plan. Donc là, si vous en rappelez bien, vos cours de géométrie, vous vous rappelez un petit peu la projection en 2D. Donc vous avez une image, vous la projetez sur une droite. Mais là, vous avez la même chose en 3D. Donc vous avez une sphère, vous la projetez en fait sur un plan qui est au final votre écran, qui est une dalle de pixels. Donc là, vous voyez à gauche, donc la rasterisation, c'est la projection sur ce plan-là. Voilà. On projette les polygones, on fait une image plate et on applique derrière des effets pour avoir un rendu le plus réaliste possible. La différence à droite, c'est le ray tracing. Donc là, on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va projeter, on va partir en fait du point de vision, donc l'œil, qui va traverser l'écran et on va dessiner en fait chaque rayon de lumière et on va voir ce qu'il va regarder, donc quel est l'impact sur l'objet en face et du coup quelle est la couleur, quelle est la lumière qui correspond. Ça, c'est grossièrement la différence. Alors, vous voyez quand même, ça change radicalement un petit peu la manière dont on procède au calcul de l'image en face. On va vraiment pas passer dans le même sens, ça va pas du tout être les mêmes opérations mathématiques. Mais pourquoi faire? Alors, on n'y est pas encore, tu vas voir. Mais pourquoi faire, Jamy? Pourquoi faire? Parce que ça marche mieux, tu vas voir. Donc, en fait, le ray tracing, c'est ça, le principe, c'est de simuler les rayons de lumière. Donc, en fait, on se rapproche le plus possible de la réalité, on va aller simuler le comportement d'un photon. Donc, on part des sources de lumière, on regarde l'impact qu'ils ont sur la surface. La lumière se déplace toujours en ligne droite. Exactement. Et du coup, il y a un reflet par rapport à la surface, et ce reflet-là donne ce qu'on va voir au niveau de l'œil. L'œil va traverser l'écran, mais ça va faire mal. Tout à fait. Donc ça, c'est le principe général du ray tracing. Là, voilà, donc une des premières applications, donc ça c'est... Il y a deux façons de voir le ray tracing, mais en fait, quand on parle de ray tracing, il n'y en a vraiment qu'une. Donc il y a la première qui est le forward ray tracing, donc ça veut dire qu'on fait le ray tracing dans le sens des rayons de lumière. Donc on part des sources de lumière, on dessine tous les rayons de lumière, donc tous les photons émis par la lumière, on regarde sur quels objets ils se réfléchissent, donc là tu vois que la sphère elle est un petit peu brillante, donc il y a une notion de texture et de surface qui fait que les rayons vont se réfléchir, donc rebondir dans une direction ou pas, et on va tracer ça jusqu'à l'œil qui va regarder ça. Ça, c'est Minotaur. C'est le ray tracing forward, donc en avant. Le problème de ça, c'est que c'est extrêmement coûteux parce que tu vas dessiner tous les rayons de lumière de toutes les sources possibles, y compris ceux qu'on voit là qui partent en haut, qui ne vont pas atterrir dans l'œil. Qui ne vont même pas arriver chez toi. Ouais. Donc ça, en général, on ne le fait pas. Ce qu'on fait quand on parle de ray tracing, c'est le backward, donc on parle de l'inverse. En fait, on part de l'œil et on fait le chemin inverse des photons. Donc on se dit, voilà où est l'œil. Donc, ce que je suis censé voir, c'est tout ce qui est réfléchi là. Voilà, donc ça, c'est la première astuce pour aller optimiser ça. Donc en fait, on part de l'œil et on monte jusqu'à la lumière, mais le principe est le même, c'est juste le cheminement qui est inverse. Le gros intérêt de ça, c'est qu'on va diminuer drastiquement le nombre de rays, donc de rayons de lumière qu'on va aller devoir calculer et tracer. Ouais, mais ça va, si tu as acheté la RTX 8000, t'en fais 10 gigarais seconde, quoi. Ouais, mais... ça en fait des rays. Ouais, mais pas tant que ça, en fait. Vraiment pas tant que ça. Surtout que quand t'es en 4K, il faut beaucoup de rays. Voilà, bon, ça c'est une autre image pour montrer la même chose, hein, donc projection versus ray tracing backwards, voilà, en arrière. Alors du coup, ça change drastiquement une chose, c'est les algorithmes de rendu d'une scène en 3D. Donc là, c'est un principe comment se passe un algorithme de ray tracing basique, hein, comment ça fonctionne en fait. Et bien c'est ça, donc on va construire l'ensemble des rayons émis par les yeux, donc on traverse un plan avec les pixels, donc là on voit le cadrage qui est chacun des pixels,
Donc du coup, les impacts de ces rayons avec les pixels vont déterminer effectivement la couleur du pixel. Voilà ce qu'il y a. On trouve la première primitive qui touche les rayons. Donc la primitive, c'est l'objet de la scène 3D qui est en face. Voilà. On calcule du coup quelle est la couleur qui est associée à cet objet, et du coup on dit voilà, c'est ça que tu vas voir en face. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que tu peux avoir des notions de diffusion, de réfraction de la lumière, suivant si c'est brillant, plus ou moins brillant, etc. Et après, tu fais le rendu de cette couleur-là sur le pixel que tu viens de traverser. Parfait. Donc en 3D, ça correspond à ça. Tu vois, donc tu as un premier rayon qui passe, qui traverse un pixel, qui réfléchit sur la sphère, en gros, qui touche la lumière en gros, on parcourt le chemin inverse du photon, quoi. C'est con comme fonctionnement. C'est con, c'est pas... Juste pour éviter de faire du calcul inutile. Bon. C'est pas récent. Ah non. Voilà, donc dans le détail, ça fait ça. Et le gros intérêt qu'on voit, la sphère, donc on voit un peu l'ombre qui est projetée dessus, c'est qu'on a, au niveau de l'impact, en fait, déjà l'idée de l'ombre et de la lumière qu'on va pouvoir avoir directement. Donc, non, mais là où ça change, ça va être sur les reflets et tout ça, quoi, en fait. C'est exactement ça. Alors là où ça change, donc j'ai quelques exemples de là où ça change. Alors ça, c'est une très très vieille image qui compare un petit peu ça. On le voit un petit peu sur la théière notamment derrière. Donc on a la rasterisation à gauche et le ray tracing à droite. La vraie différence va se jouer sur effectivement la réflexion, les détails de lumière, donc les ombrages, la réflexion. Ah bah là tu le vois bien sur la tasse. On va le voir aussi sur la transparence. Donc ça, c'est des générations très anciennes. Alors il faut savoir que le ray tracing, juste avant d'avancer là-dessus, la cuillère avec le reflet, c'est vraiment pas récent. C'est une technique qui date des années 80-90. Mais sauf que ça demande énormément de puissance. Ça demande énormément de puissance de calcul, et ça a beaucoup évolué depuis. J'en faisais à l'époque, moi, avec un petit qui s'appelait PovRay sur Atari ST. Donc ça existait déjà, sauf que les temps de rendu, étaient phénoménaux. 4 jours. Tu faisais une petite scène avec un triangle et une sphère, t'étais bon pour passer la nuit dessus. Voilà. Hein, donc là, cette scène avec la tasse ici, elle était déjà très coûteuse. Maintenant, en fait, c'est moins flagrant. C'est-à-dire que la rasterisation, on a énormément travaillé dans le pipeline de la rendu d'une scène 3D. À la fin, en fait, pour recréer ces effets-là. C'est-à-dire que vous entendez beaucoup parler de tout ce qui va être notamment les pixel shaders, les shadow maps et tout ça. C'est des techniques qui permettent, en fait, une fois qu'on a fait la projection sur l'image, de recréer en fait ces sensations-là. Ça reste très virtuel, mais c'est des astuces qui permettent d'aller combler en fait le manque. La grosse différence, c'est que le rendu est pas du tout réaliste, dans le sens où c'est pas le bon reflet, c'est pas le bon machin, il peut y avoir des vraies variations de lumière qui sont quasiment indétectables parce qu'il y a 1 milliard de filtres dessus, mais l'idée c'est que c'est pas le vrai rendu de ce que vous devriez avoir. Non. Sur la scène que tu montres justement de la tasse et tout ça, on a la source de lumière qui projette 2 points blancs. On la voit là sur la tasse, sur la théière en haut. Tu vois les éclairages. On voit les éclairages vite fait, sauf que là en fait, on voit vraiment qu'en fait la tasse a une texture brillante. Ouais. Et donc du coup, le rendu est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'on voit toute la pièce autour, on voit y compris la table qui se reflète dedans, en plus de l'ombre et ainsi de suite. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus réaliste, et puis surtout, on peut rendre plus de détails. Alors, les générations récentes, en fait, on voit beaucoup moins la différence. Oui. Donc là, toujours à gauche, vous avez... À gauche, c'est simulé. La rasterisation. C'est en gros ce qu'on imagine à quoi ça va ressembler avec tous nos effets. La rasterisation. À droite, vous avez le ray tracing. Donc là, c'est beaucoup moins flagrant. Par contre, tu vas l'avoir sur des éléments de détail comme l'anneau, comme l'ombre en bas. Voilà. Donc c'est pas hyper flagrant, mais quand même, tu vois un petit peu de différence. Donc c'est pour montrer quand même que... En gros, si on devait faire un schéma, à gauche, on est plus sur, j'allais dire, une vue d'artiste. Par exemple, l'anneau, là, on voit qu'il y a un reflet quand même, tu vois. Mais on est plus sur de la texture et de la vue d'artiste, alors que de l'autre, on est plus dans le réalisme de la photo et du photon qui se déplace et qui prend des caractéristiques qui sont dépendantes de la surface sur laquelle il s'est réfléchi et tout ça, tu vois. Donc on n'est pas du tout dans le même type de rendu visuel. Celui de droite se veut plus réaliste, entre guillemets, que celui de gauche. Complètement. Sur la lumière, la gestion de la lumière, j'entends. Hein, la lumière... parce que là, évidemment, ça reste une vache qui fait n'importe quoi. Mais... La lumière et la réflexion, tout à fait. Alors, la réflexion était quand même faisable, hein, puisqu'on tu dis effectivement l'anneau à gauche, quand même déjà avec la rasterisation, avec des techniques comme l'environnement map, voilà, etc. c'est ça. T'arrivais à donner un effet... On prenait une texture de l'environnement et on l'appliquait en fait a posteriori sur le rendu. Voilà, donc avec une autre projection 3D, une autre projection de cette texture-là sur la projection de l'objet en face sur le plan. Voilà, donc tout ça, c'est des astuces qui permettaient de recréer en fait cette chose-là. En ray tracing, il n'y a pas besoin de ça, mais il y a d'autres problématiques. Alors je vais continuer avec les différences. Donc là, on va le voir en rendu en DirectX. Donc là, vous avez l'animation avec et sans. Donc voilà, c'est vraiment la même scène.
À gauche, vous avez un panneau avec 2 miroirs. Vous voyez vraiment la différence. Là. Donc là, vous avez 100, vous avez un truc qui est environnement map, donc on projette en fait une texture sur le miroir, alors qu'en fait, en ray tracing, on a une vraie réflexion des photons qui rebondissent réellement sur le miroir, parce que c'est une texture un peu particulière, c'est une surface un peu particulière, et la réflexion est prise en compte, et du coup, on voit vraiment la scène telle qu'elle est. Donc c'est beaucoup plus réaliste. Il faut voir la scène bouger pour se rendre compte un petit peu du réalisme qu'il y a derrière. Et c'est pareil quand on le voit en bas à droite, je sais pas si tu le vois, mais il y a des grosses différences. Voilà. Là, tu as si tu regardes sans le ray tracing, les colonnes ne projettent pas d'ombre. Avec le ray tracing, elles projettent l'ombre de la source de lumière qui est derrière, en fait. Donc on n'est pas du tout dans le même type de fonctionnement. Ou même, voilà, c'est assez fou, quoi. Une autre scène pareille, donc là c'est encore plus flagrant, donc là on voit vraiment la réflexion sur l'ensemble des textures, donc ils ont volontairement également poussé un petit peu les textures qui réfléchissent pas mal de lumière, donc les carreaux bien lisses, bien nettoyés, etc., les vitres et tout ça. Il y a un gros travail également possible avec ça sur c'est le test de 3D Mark, oui c'est écrit, tout à fait, exactement. Future Mark, tout à fait. Et surtout ça va permettre aussi de travailler les notions de transparence, donc de la même manière, les photons vont pouvoir traverser les matériaux comme rebondir dessus. Voilà. Alors pour la petite anecdote, parce que j'ai parlé de l'évolution un petit peu, voilà, donc ça c'est un petit peu l'évolution du ray tracing depuis les âges. Donc en 2004, on faisait 4 images par seconde. Alors, en 2004, avec 50 processeurs Xeon, on faisait 4 frames par seconde en 640 par 480. Pas mal. Hein. Tout ça c'est pour du rendu temps réel. Hein. En 2007, on faisait avec des quad-core avec des processeurs déjà pas mal, 90 frames par seconde en 768 par 768. En 2007, encore, on faisait 90 frames par seconde en 1280 avec des dual-core machin avec des CPU. Et bien là, en fait, Nvidia annonce du temps réel avec ces cartes-là. 1080, 60 fps mais que 1080, 60 fps. Sur l'aspect gaming. C'est pas 4K, 144 images secondes. Alors, ils n'ont pas précisé dans le détail les performances dans a priori, les premiers retours, c'est ça. Hein. Tout est capé à 60 fps. Dans les démos qu'ils font, les démos sont faites en 1080p, 60 fps max, et il y aurait quelques drops de frame dans les démos qu'ils ont. Alors après, c'est les premières versions, les drivers sont pas encore totalement optimisés, mais ce qui est sûr, c'est que ils ont quand même fait un travail de malade pour intégrer ça dans les moteurs de rendu de jeu, puisqu'ils n'ont pas du tout ça qui est prévu. Hein, vous savez, le fameux pipeline dont je vous ai parlé. Salut Charlie. Ils font des calculs, de manière très optimisée. Et surtout, la rasterisation permet de faire des choses extrêmement performantes, et les cartes ont été construites pour ça. C'est-à-dire que quand on parlait de pixel shader, c'est des opérations mathématiques qu'on va appliquer à chacun des pixels à l'écran. Ouais. Et très souvent, ces opérations qui sont les mêmes, répétitives sur tous les pixels. Donc pour faire ça, c'est pour ça que les cartes en fait sont très fortes pour tout ce qui est calcul parallèle, c'est qu'en fait elles vont faire le même calcul sur une masse de pixels partout sur l'écran. Donc c'est pour ça que les coups d'accord, le parallélisme et tout ça est très bon sur les cartes graphiques, c'est qu'elles vont faire ça en masse. En ray tracing, c'est pas du tout possible. C'est-à-dire que chaque rayon de lumière, on doit le calculer complètement. Et deux rayons ne sont pas du tout pareils. Donc ça change drastiquement, encore une fois, la façon de faire les calculs et du coup, comment le hardware va réagir par rapport à ça. Donc il y a un vrai enjeu de hardware au niveau des cartes, des drivers et des moteurs de rendu de jeu également. Ils ont travaillé le hardware, leur driver, mais aussi ils ont travaillé conjointement avec des Unreal Engine, des Unity pour aller intégrer ça au niveau du moteur en face. Qu'est-ce que je voulais rajouter ça. Ouais, donc ils expliquent en fait l'évolution par rapport à ça, c'est que, alors juste pour vous montrer le summum du rendu en ray tracing, ça. Donc là vous avez en fait tout ce que peut faire au mieux le ray tracing et ce qui va vous changer en termes de rendu. C'est que là tu as la transparence des verres, tu as la diffraction de la lumière dans les différents liquides qui sont différentes. Hein. Ils n'ont pas la même densité, du coup la lumière ne diffuse pas pareil, on voit les bulles, on voit la réflexion, on voit les ombres, etc. Ça, c'est une image calculée en ray tracing. Pas en temps réel, mais voilà. Ce qu'ils expliquent également, c'est que, en fait, c'est une étape. C'est-à-dire que le ray tracing est intégré tel qu'ils l'ont fait. C'est très bien, mais c'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que le ray tracing, actuellement, il l'utilise pas à 100%, d'une part. Et c'est surtout qu'il l'utilise conjointement encore à la rasterisation. Donc, ils peuvent pas se permettre de tout faire 100% en ray tracing. Donc, le travail qu'ils font actuellement et la communication autour du ray tracing, c'est une étape, parce qu'en fait, ils expliquent que le ray tracing, c'est vraiment très coûteux en termes de performance, il y a beaucoup de rayons à calculer, donc en fait, ils mixent un petit peu les deux, et l'évolution va être là-dessus. Donc en même temps que pousser ces techniques-là, ils poussent l'industrie du jeu vidéo à évoluer et à réfléchir à d'autres techniques de programmation
pour aller chercher des performances meilleures et exploiter de plus en plus le ray tracing sans avoir besoin en fait de mixer encore avec la rasterisation. Un exemple tout bête qu'ils prennent, enfin tout bête non, mais c'est que pour calculer tous les effets d'ombrage, s'ils devaient tout faire en fait en ray tracing, donc en calculant l'ensemble des rayons, ça serait extrêmement coûteux, donc en fait ils mixent tout ça. Ils prennent des scènes, et c'est pas les premiers à le faire, Power VR l'avait fait avant eux, avait expliqué un petit peu tout ça. Alors c'est pas Stinkle-Slack que je voulais, c'est celle-là, voilà. Donc c'est une scène qui est entièrement rendue en Power VR, voilà, en rasterisation only. Donc on a un restaurant américain, une voiture devant, et en fait il y a des algorithmes qui ont été développés pour faire un rendu hybride. Tu vois la réflexion sur le capot. En fait ce qu'ils expliquent c'est qu'ils font le rendu des primitives, donc des objets principaux avec une projection. Par contre après tout ce qui va être calcul de réflexion et d'ombrage, ils vont le faire en ray tracing. Par-dessus la scène déjà projetée. Le diner de PUBG. Même pas. En fait pour faire ça, la rasterisation va leur permettre en fait de définir les endroits où il va être plus intéressant d'utiliser le calcul des rayons que d'autres. Ouais. Donc ils vont mixer les deux techniques. Et pour l'instant, donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est qu'une étape. Et ils prennent l'exemple des ombres. Donc les ombres actuellement, ils utilisent des shadow maps, donc qui sont des textures qui définissent les zones où il y a des ombres. Mais en fait, ils font de la rasterisation, donc ils projettent les objets, ils projettent les shadow maps qui vont avec, enfin ils projettent les appliques. Donc on voit les zones en fait où il y aura de l'ombre. Et après, sur ces zones-là, ils vont se dire, tel endroit, je vais avoir intérêt à calculer plus finement mon ombre par l'intermédiaire du ray tracing. Oui, donc le moteur et ces cartes graphiques-là vont optimiser ça. C'est là, en fait, où va y avoir un vrai intérêt, c'est qu'ils vont être capables de mixer ces deux techniques-là en même temps. Voilà. Et ce qu'ils expliquent, c'est que voilà, l'étape d'après, donc le Coming Gold Era, c'est le mix des deux et d'aller chercher plus d'optimisation et plus de filtres, et en tout cas de capacité à traiter des effets de manière plus performante par rapport à Ray Trace audio. Alors voilà, je vous détaille pas tout ça, mais Fovity de rendering, donc limité au champ de vision, etc. Gérer les transparences et tout ça. Donc c'est une étape en fait, et ça va être amené à évoluer, et il pousse également l'industrie du gaming à aller chercher ces techniques-là derrière. Pas mal. Alors juste pour conclure, c'est pas non plus la panacée. Ça veut dire que le ray tracing, ça implique d'autres contraintes. C'est-à-dire que si tu fais tout en ray tracing, tu vas calculer des rayons par des rayons, mais en fait, au final, tu auras juste un échantillonnage de ta scène en face. Donc tu auras un ensemble de points qui sera projeté. Si tu fais que ça, en fait, tu tombes sur une scène qui est comme ça. Oui. Tu vas avoir du bruit, puisqu'en fait, tu vas avoir que certains points qui vont être allumés qui vont correspondre aux rayons que tu as calculés. Donc en fait, une des étapes, en fait, et une des choses à traiter après du ray tracing, c'est du denoising, donc de la réduction de bruit, pour arriver d'une scène comme ça à une scène comme ça. Donc ça introduit également de nouvelles contraintes, et donc de nouvelles techniques et de nouvelles choses à appliquer pour qu'on ait vraiment un truc vraiment intéressant. Voilà un petit peu pour l'explication technique, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Pour revenir aux cartes Nvidia, vous avez les tarifs des annonces, puisqu'on n'a pas encore parlé des tarifs. 3 fois rien. Pas mal quand même, hein. $1 200 pour la 2080 Ti, donc la plus grosse, $800 pour la 2080 et $600 pour la 2070. Alors, il y en a beaucoup qui disent que la 2070, il faut vraiment pas l'acheter. En termes de perf, tout ça, c'est pas... Apparemment, elle le ferait amputer de certaines choses, donc et vous avez le détail des caractéristiques ici. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre la 2080 et la 2070. T'as les prix en euros, tiens, d'ailleurs. Là, il y a les prix en euros, tout à fait. Complètement. Il n'y a pas énormément d'écart. Non, je pense pas que ce soit... Elle n'est pas clairement amputée. Par contre, il y a une vraie différence entre la TI et la pas TI. En termes de nombre de cœurs, CUDA, etc. C'est un truc de malade. Voilà. Donc c'est des grosses cartes. Rêvez pas en France, c'est $200 de plus. Bah là, vous avez... Si, quand même, non. $100 de plus. Alors ça, c'est pas les tarifs des Founder Edition, ça c'est les tarifs des cartes constructeurs. Tiens. Ouais. Voilà, donc juste 100 € de plus. Voilà, donc ils ont surtout annoncé ça par rapport au ray tracing, mais l'évolution sur les moteurs de jeu actuels, enfin sur le rendu actuel, est déjà quand même un cran au-dessus, puisqu'ils annoncent entre 30 et 50% de gains de performance avec les calculs classiques tels qu'on les connaît actuellement. Voilà. Il y a pas mal de titres, de gros titres, qui ont annoncé qu'ils allaient supporter ce rendu avec... Merci Charlie pour le Twitch Prime. Merci Charlie. Donc il y a pas mal de titres qui ont commencé à annoncer leur compatibilité avec ces nouvelles méthodes de rendu. Ouais. Donc on Shadow of Tomb Raider, tout ça. Voilà, Shadow of Tomb Raider, j'ai pas la liste déjà, mais certains gros titres. PUBG a annoncé une compatibilité, mais je crois pas pour le ray tracing, mais que pour 2 FPS en fait. Non, mais pas pour le ray tracing, mais pour
la partie intelligence artificielle, tu sais, parce qu'il y a 2 trucs dans ces cartes-là. Oui. Et c'est plutôt sur la partie intelligence artificielle et pas du tout sur la Battlefield BF5, 5, ouais. tout ça, voilà. Ça va être la nouvelle génération de jeux va sortir là-dessus. C'est vraiment intéressant et c'est ce que je retiens là-dedans, c'est que c'est des nouvelles techniques en fait. C'est pas que des nouvelles cartes et des nouvelles bullshit marketing. Et c'est pas une augmentation des cartes. C'est des vraies nouvelles façons de faire. Alors nouvelles façons de faire, oui et non. C'est-à-dire que c'est des techniques qu'on utilisait déjà, mais qui n'étaient pas encore disponibles en temps réel. Et là, ça devient utilisable, exploitable en temps réel. Et ça va. Oui, exact. Pour l'upscaling et permettre de passer un cap au-dessus. L'IA, ouais, pour le scaling. Oui, c'est pas l'IA pour des bots dans PUBG. Non, c'est de faire du rendu plus intelligent, tout à fait. Voilà. Bon, il est utilisé dans le slide que j'ai retenu. Si vous voulez encore plus de détails techniques, il y a une conf qu'a tenu des ingénieurs de Nvidia qui explique un petit peu leur technique, qui est vraiment intéressante, qui était au GDC Volt. Je vous mets le lien dans la chatroom. Je vous mettrai le lien dans la description aussi sur YouTube pour ceux qui nous regardent en VOD sur YouTube. Hop, c'est passé. C'est une conf en anglais, mais qui est vraiment très très intéressante. Ils expliquent à la fois les enjeux, à la fois comment eux ils ont traité ces problèmes-là, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés également, et quels sont les nouveaux enjeux levés derrière. Et puis après, ils déroulent sur les démos et l'application qu'ils ont fait dans les drivers, etc. et les partenaires. Donc c'est vraiment un truc très 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 intéressant à mettre en parallèle des annonces plutôt commerciales et marketing qui sont faites. Voilà. Pas mal. Inutile RTX pour RGB, complètement. C'est ça. Et AMD en pense quoi? C'est pas faux. Alors, Nvidia a annoncé ça, mais PowerVR était là avant en fait. Hein. Ils ont annoncé ça depuis quelques temps. AMD, je sais pas trop où ils en sont par rapport à ça. Mais bon. C'est pas les premiers à défrayer. AMD semble avoir dans l'arrêt pour l'instant. AMD, ils sont très occupés avec les Ryzen là. Il faut du CPU d'abord. Hein. Ah ouais, là honnêtement, c'est Intel qui fait un peu la tête. Salut Chagara. Et voilà. Donc voilà, c'est honnêtement. J'ai terminé. Moi, j'attends de voir ça avec impatience parce que. Bon, le seul truc à retenir, moi je trouve, c'est que si vous voulez vous équiper pas trop cher, les 1080 Ti vont clairement se faire défoncer en termes de prix. Donc si vous n'avez pas besoin du ray tracing, si vous en foutez, ou même si vous n'avez pas une carte mère suffisamment costaud, une alim suffisamment costaud, vous n'avez pas envie de tout changer, mais vous êtes resté sur une vieille carte graphique, vous avez la possibilité de simplement payer une 1080 beaucoup moins cher, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà. C'est cool. Bon, vivement les annonces de nouveaux jeux avec ça. Je suis sûr que. Tout à fait. Une nouvelle génération de consoles et tout aussi, ça va être intéressant. Complètement. Et les nouveaux moteurs de jeu qui vont devoir. C'est où le lien de la conf, Chris, s'il te plaît? Elle est passée, je l'ai collée là-haut, je la remets là si vous voulez. Hop, là voilà. GDC Volt. Voilà, tu peux aller voir ça. C'est en anglais, mais c'est vraiment très détaillé et vraiment très intéressant. Bon, allez, l'agenda, tout ça, les infos. StudioRenegade.fr, voilà, comme ça vous êtes au courant d'un peu tout ce qu'il se passe. Le baromètre, c'est vrai que je le mets jamais, mais heureusement l'OCM intervient. Oh, il fait chaud là. Hein. Ouais. C'est pas la peine de mettre. Non, mais c'est pas un thermomètre, c'est un baromètre. Ah merde. Ouais, il fait beau. Ouais, il fait beau. Donc le baromètre, c'est tout simplement le sondage. D'ailleurs, j'aime bien parce que sur la capture, il y a une souris. Non, je plaisante. C'est la souris du PC, du studio. Donc sur renegade.fr/baromètre, si vous voulez répondre au sondage, ça serait pas mal. Ça nous aide à comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ça nous aide à améliorer, à changer des choses, à voir un petit peu les tendances. Voilà. À tester des Renegades pour nous suivre sur Twitter, yes. Sur Instagram, sur Facebook sans le E à la fin. Voilà. Nous, c'est facile. @ChrisKamikas et @Cédric Bonnet. Yep. Kamikas Bonnet. Donc vous pouvez nous trouver comme ça. Et sinon, pour nous soutenir, il y a aussi un autre moyen que le Twitch Prime que vous faites. C'est Tipeee. Tipeee.com/SCDRenegade. C'est important parce que ça nous permet, entre autres, de payer le studio, de faire tourner les affaires, de renouveler le matériel, de payer le CM et tout ça. Donc voilà. Sunday morning dimanche. Non, pas de Sunday morning. Dimanche. On a l'IRL samedi soir. Donc voilà. Dans Zetoun, les fans de Star Citizen seront sur la 44 080, dit Oxac. Ils vont prendre des 2080 Ti en 2, x2. Même pas, quand le jeu sera sorti, je pense qu'on sera à la 3080. Ou au 4080. Ouais, peut-être. Non, mais vivement qu'il sorte. Vivement qu'il sorte. J'avoue, ils veulent nous sonder après avoir parlé 20 minutes de Ray. C'est louche. Et ouais. Il n'y a pas Exo samedi, c'est la honte. C'est vrai. Ouais, on va voir si on arrive à faire un truc en live et tout ça, mais je peux rien vous garantir aujourd'hui. On va en discuter.
Enfin bref, merci encore donc de nous avoir suivis pour ce beat. Salmé, ouais. Oh le moustique. Ah je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah oui, joli. Je l'ai eu. On finit là-dessus sur une victoire et sur le meurtre d'un moustique. C'est un win, je l'ai eu. Donc voilà. Merci encore de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Moi je suis pas dispo. Parce que j'ai les enfants. C'est ma semaine enfant. Mercredi prochain. Donc je suis pas dispo mercredi prochain. Mais on va voir. Oui. Maybe Pierre, tout ça. Il y a Stéphane aussi qui m'a recontacté. Ouais. Irréel sur Renegade à Bordeaux, Irréel Patrick le même jour. Non, nous c'est samedi, Patrick c'est dimanche. Voilà. Vous pouvez faire les deux. Voilà, c'est possible. Le TGV en 2 heures, c'est facile. Voilà, en plus, il y a un super TGV. Vous êtes là le samedi soir, le matin vous partez, vous êtes là-bas à 14h, c'est à 14h, l'IRL de Patrick, vous pouvez. Beats avec moi, suivez l'agenda, vous verrez s'il y a ce news. Steamplay, on en parlera dans What the Fox, je pense. Moi, c'est Kito qui là. Ouais, grave. Allez, sur ce, donc, ciao. À bientôt. Ciao.